Bonjour et bienvenue à ce premier podcast live, Ma chevelure, ma puissance. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Jérémy. Coucou tout le monde. Alors je vais commencer déjà par me présenter, comme ça, voilà, ça permettra de faire connaissance. Alors moi je m'appelle Carole Seguin, je suis l'animatrice du podcast Ma chevelure, ma puissance, un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est un podcast qui a pour vocation de te mener vers ta vie rêvée grâce à tes cheveux. Je suis également coach capillaire et mindset. Et en fait, mon travail consiste tout simplement à aider les femmes qui vivent une relation un peu difficile, un peu compliquée avec leurs cheveux, et les aider à avoir une relation plus saine, plus apaisée et à se sentir finalement plus confiante et plus belle, je dirais, dans leur vie. Et ça, dans tous les aspects de leur vie. Ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit 2 fois en fait le fait de cheveux et vie. Comment le lien que je fais entre sa chevelure et ses domaines de vie. Tout simplement parce que pour moi, j'ai vécu, parce que je l'ai vécu moi-même et puis mes clientes aussi, tout simplement que lorsque l'on prend soin de ses cheveux en conscience, quand on en prend soin en douceur, parce que nos cheveux sont finalement une extension de nous-mêmes. Donc quand on prend soin de ça, ça transforme littéralement la vie d'une femme. Et pas que des femmes, puisqu'aujourd'hui on reçoit Jérémy, et ce sujet des cheveux, pour les hommes également, c'est très intéressant. Donc Jérémy, je vais t'inviter à te présenter, et après on rentrera dans le vif du sujet. Alors moi c'est Jérémy alias Jéricho, je suis un artiste indépendant, je fais de la musique. Je fais aussi un petit peu du contenu capillaire sur les réseaux sociaux et je suis aussi ambassadeur de la marque Tropical Bliss. Bon, voilà tout ce que je fais sur les réseaux. Exactement. Donc une chose aussi, oui, on est aussi content d'être accueillis dans la boutique Eva's Hair à Paris, rue du Cardinal Lemoine. Donc merci beaucoup à Eva de nous accueillir. Merci vraiment. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble. Peut-être on verra combien de temps ça va prendre, peut-être une demi-heure, peut-être plus, peut-être moins. On ne sait pas, on verra où cela va nous mener. Et en fait, on va parler de 3 grands sujets durant ce live. Parce que c'est la suite de cet épisode de podcast où j'avais reçu Jérémy, c'était l'épisode 55, et tu avais, Jérémy, partagé déjà un peu ta vie capillaire, ton parcours, les choses avaient évolué pour toi, et c'est de ça dont on va parler qui va nous servir en fait de base à notre discussion de live. Donc on va essayer de revenir sur comment finalement ce retour au naturel, ça a arrivé à un tournant dans ta vie, comment ça a changé, comment finalement ça a été pour toi presque un chemin d'acceptation, de confiance et aussi pour toi c'est quelque chose qui était important, de quête personnelle et spirituelle. Donc voilà les 3 grands thèmes qu'on va aborder durant ce live. Bien sûr il y aura une partie questions-réponses. On a noté quelques questions que vous avez envoyées sur les réseaux sociaux, donc on va pouvoir y répondre maintenant. N'hésitez pas aussi sur TikTok si vous avez des questions à poser sur du capillaire, sur les cheveux, sur les produits à utiliser pour les cheveux. Posez vos questions, on y répondra. Exactement. Alors Jérémy, comment finalement ton retour au naturel, l'acceptation de ta texture naturelle, comment ça a changé ta vie pour toi? Alors ça a changé ma vie vraiment radicalement, on va dire ça comme ça, parce que pour moi c'était un questionnement très profond et qui avait une importance dans ma vie, tout simplement. Quant aux autres, quand on voyait les autres porter leurs cheveux, moi ça me posait beaucoup de questions, et pourquoi on était obligé de se raser les cheveux et pourquoi c'était interdit en fait, presque interdit en fait, c'était interdit de faire pousser ses cheveux. Exactement, pour les hommes. C'est un tabou, c'est même un tabou. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé ce live de la boule à Z à l'acceptation. Tu es vraiment parti de zéro, c'est ça? De zéro, j'étais entre guillemets chauve. J'étais chauve et donc je ne connaissais rien du tout aux cheveux crépus, je ne connaissais rien du tout à mon propre cheveu, je ne connaissais rien du tout. Donc tu connaissais que cette boule à zéro, donc en fait le fait de porter les cheveux rasés toujours courts pour un homme. Donc tu as dit que les autres, j'imagine, autour de toi, portaient les autres ethnies, les autres portaient leurs cheveux de différentes longueurs. Et nous, dans ta communauté, finalement, c'était que les cheveux rasés. Qu'est-ce qui t'a incité à passer le cap et comment tu as fait tout ça? Comment ça a été perçu? Alors, ce qui m'a poussé à passer le cap, c'est notamment le retour au naturel
en 2012, enfin, bien avant aussi, mais moi c'est vrai que c'était durant cette période-là, 2012, où j'ai vu que beaucoup de femmes commençaient à apporter et à initier le retour au naturel en vraiment en proscrivant le défrisage qui avait du coup des mauvaises, on ne savait pas encore, mais on savait quand même que ça avait des mauvaises répercussions quant à la santé. Et ça m'a poussé à découvrir du coup mon cheveu. Et, euh, et, euh, et comment je me suis pris, c'est ça? Ouais, comment t'as fait? Alors j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux de zéro, vraiment, je suis parti de rien du tout. Et je continuais continuellement à regarder des vidéos donc, sur YouTube et ça m'a vraiment donné l'envie de pousser la recherche autour du cheveu, mon propre cheveu et du cheveu crépus globalement. Ok, donc ce sont les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les premières youtubeuses françaises, suite au mouvement Napi qui s'était développé, qui t'ont inspiré finalement à voir qu'il était possible de faire pousser ses cheveux et de donner les techniques, de donner les produits pour pouvoir le faire. Moi j'ai eu aussi à peu près la même histoire, hein, c'est vrai. Hein. Moi j'ai porté mes cheveux défrisés de très très nombreuses années, j'ai été défrisée depuis l'adolescence. Et donc voilà, moi je connaissais que les cheveux défrisés. Et quand j'ai découvert qu'il était possible pour les cheveux afro de les faire pousser, parce que j'avais cette croyance que beaucoup de femmes avaient et ont encore aujourd'hui, mais ça s'estompe heureusement, on croyait que les cheveux afro ne poussaient pas, qu'ils étaient condamnés à rester au niveau de la nuque, et voilà, et dans le meilleur des cas à l'épaule, mais encore il fallait être métissé. Hein. Il fallait avoir une grand-mère ou un grand-père indien, métropolitain, pour pouvoir avoir des cheveux qui, sinon, c'était vraiment dead, quoi. Et donc voilà, quand j'ai découvert ça, c'est vrai que ça a été un monde vraiment qui s'est ouvert à moi, incroyable. Voilà, donc on nous a ouvert une porte comme quoi il y avait une possibilité. Et alors qu'avant, on croyait que c'était mort, que c'était dead. Mais comment, en fait, on a eu cette porte qui s'est ouverte, cette possibilité, mais comment tu as réussi, toi, finalement, à t'approprier ces cheveux, à les connaître, à les aimer comment ça s'est passé pour toi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aimais déjà beaucoup tout ce qui était routine capillaire. Quand je voyais déjà ma mère prendre soin des cheveux de mes sœurs, je me disais, c'est très intéressant, ça me passionnait déjà. D'accord. Donc, quand j'ai vu le retour au naturel et que j'ai vu qu'on pouvait prendre soin de ses cheveux, ça m'a tout de suite, ça a été un déclic en fait. Ça allait de soi en fait de découvrir ça et de prendre soin à la manière de quand on faisait un défrisage, voilà, faire des soins. Et donc, j'ai eu tout de suite cette passion pour les cheveux. Et donc, j'ai continué, j'ai fait mes recherches. Et puis, j'ai commencé à apprendre des techniques, essayer de prendre des produits. Ouais. Heureusement que maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de produits comme ceux des lasers ici qui sont incroyables et qui fonctionnent bien. Mais avant, c'était pas ça du tout. Il fallait tester. Donc, on testait sur nos cheveux différents produits qu'on pouvait trouver dans le commerce, les commerces. Et donc, il y avait des tests, des crash tests d'ailleurs. Aussi, on n'arrêtait pas parce qu'on achetait tout et n'importe quoi. Dès qu'on voyait un truc, on se disait ça a l'air trop bien. On enviait aussi les cheveux des autres, on enviait les cheveux des youtubeuses, on disait elle est trop beau et tout. En fait, il y a eu quelque chose, je ne sais pas si ça a été, enfin je suppose, mais en tout cas pour moi, on a vu que c'était possible de faire pousser ses cheveux, on a appris les techniques. On a appris les produits, mais on a eu du mal à accepter son propre cheveu, sa propre nature de cheveux, parce que justement, on était beaucoup dans la comparaison. On était beaucoup dans l'idée de se dire, oh là là, elle a du volume, elle a de la longueur, elle a des boucles. Voilà. Donc, comment toi, tu as vécu ça? Tu as eu ça aussi un peu ou pas? Moi, ce qui est surprenant, c'est que en faisant du défrisage et en laissant les boucles, donc, en fait, je me suis dit, si un produit défrisant défrise les cheveux, donc ça veut dire qu'il enlève des boucles qui existent déjà. Et donc, j'ai fait une transition, une micro-transition, en fait. J'ai commencé à faire pousser les cheveux, faire des petits modèles, donc des crêtes et plusieurs autres coupes. Et j'ai vu que les cheveux, en fait, faisaient des petites frisettes, une toute petite frisette. Et en fait, juste ça m'a plu. En fait, pour moi, c'est une partie de moi, donc forcément, je pouvais que apprécier. J'ai pas eu
ce truc de me dire, oh là là, j'aime pas comparer aux autres. Non, j'ai pas eu ça du tout. D'accord, tu as appris à aimer tout de suite, petite boucle. Ouais. Okay. Tout de suite, j'ai aimé, je suis tombée in love. Ah, ouais. C'est vrai quand on est tombé très vite in love de nos cheveux à ce moment-là. Moi, par contre, à l'inverse de toi, j'ai fait une longue transition. Moi, j'ai fait 2 ans de transition parce que j'étais effrayée à l'idée de couper mes cheveux défrisés. Que j'avais réussi à faire pousser donc de la nuque qui restait pendant des années comme ça, jusqu'au milieu du dos, jusqu'au soutien-gorge. C'était un truc incroyable et j'étais super fière. Donc, j'étais en quête de longueur. Donc, quand on est en quête de longueur, c'était un drame pour moi de couper ces longueurs défrisées que j'avais réussi à faire pousser. Et ce que j'ai appris, moi, c'est que du coup, j'ai espacé mes défrisages. Puisque moi, j'ai été condamnée, je faisais des défrisages tous les 2 mois environ, dès qu'il y avait un peu de repousse. Et après, finalement, en ayant donc connaissance des bons produits, de la bonne routine, je laissais plus longtemps des stretching, donc jusqu'à 6 mois. Et là, les premières repousses repoussaient, et du coup, je les avais toujours diabolisées. Parce que moi, je ne savais pas, si je portais que des cheveux défrisés, je ne rêvais que des cheveux au vent. Et quand ces repousses repoussaient douces, soyeuses, malléables, avec ces ondulations, j'ai découvert ça, tu vois. Et donc, du coup, j'ai aimé ça parce qu'il y avait du volume. Et moi, je manquais cruellement de volume. Donc, quand il a fallu, quand j'ai passé le cap de me dire hey, je veux vraiment retrouver ces cheveux qui poussent, qui sont ma vraie texture, j'ai fait pendant 2 ans des transitions en coupant petit à petit mes cheveux défrisés jusqu'à arriver enfin à des cheveux totalement naturels. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait des transitions, notamment des femmes, parce que les hommes n'ont pas zéro. Et elles ont fait des transitions et elles ont découvert leurs cheveux encore après la coupe. Exact. Parce qu'il y a cette transition, elle révèle un petit peu, mais pas trop. Et quand on coupe, c'est complètement différent. Moi, j'avais rien. Ouais. Je n'avais rien du tout, je ne connaissais rien de mes cheveux. Donc, je pouvais que aimer. Exact. Je partais de rien, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. J'ai fait des défrisages, mais j'avais toujours les cheveux courts, peignés, et je ne savais pas que ça pouvait avoir une certaine forme. Exact. Parce que c'était tout le temps peigné, et quand c'était court, c'était des tout petits, des petites boucles, mais qu'on ne voyait pas vraiment. Et donc les gens, c'était en masse, voilà. En fait, c'était un afro en masse. Et là, avec la longueur, ça a permis les forces. C'est ça. On parlait, ça va nous amener du coup dans notre discussion à parler de la confiance en soi. Le fait de révéler au monde du coup sa vraie texture, sa vraie nature, qui on est, tu vois. Donc cette confiance en soi, elle n'est pas toujours évidente parce que quand on tombe in love comme toi et comme moi, mais comme moi il m'a fallu 2 ans quand même, mais bon, quand on tombe in love de sa vraie texture, arrive un moment où il faut l'assumer, on l'assume et on la porte parce que forcément, il y a le regard des autres. Il y a des personnes qui te demandent hey, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Donc, tu peux avoir tes amis, ta famille, tes collègues. Il y a toujours quelqu'un, je ne sais pas si tu as eu ça, quelqu'un qui te regarde. Déjà, tu vois sa tête, rien que la personne regarde tes cheveux, elle voit ta tête. Tu sens que la question avec c'est la question qui fâche. La question qui fâche. Alors, comment on fait pour affronter ça? Comment tu as fait, toi? Moi, j'ai fait. C'était pas facile. Et c'est vrai que moi, je pars dans l'optique de ce qui est sur moi, c'est ma richesse, c'est mon héritage, que ce soit ma forme de visage, ma couleur de peau, la forme de mon corps. Pour moi, ça fait partie de moi et je suis unique en fait. Donc, je ne peux que démontrer l'unicité que je peux avoir en fait. On est tous différents, donc je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. Et pour moi, ma différence, c'était dans mes cheveux. Et donc, pour moi, le fait d'avoir ces cheveux-là, ça sortait de l'ordinaire et puis voilà. Et ça plaisait. Et du coup, ça renforçait cette confiance de pouvoir te montrer comme ça. Et les autres, alors peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont peut-être fait des remarques, des critiques. Comment ça a été perçu justement dans ta famille, avec tes parents au début? Ça a été mal perçu au départ. Au départ, ça a été mal perçu parce que quand on commence à faire pousser ses cheveux, tout de suite, on me demande de peigner. Il faut peigner. On voit des petits points là, c'est pas propre, il faut peigner. Et quand on commence à laisser pousser, les gens ne sont pas habitués à voir notre visage avec ces cheveux-là. Et tout de suite, en fait, c'est pas tressé, pour eux, c'est pas bien fait, c'est pas coiffé.
Et quand on allait d'ailleurs dans des magasins où ils vendaient des produits afro, on rencontrait dans la rue des gens qui disaient est-ce que tu veux te faire tresser? Parce que pour eux, on n'est pas coiffé. Ah, complètement. Mais en fait, est-ce que ces remarques que ces gens nous faisaient, nous font encore aujourd'hui pour certaines personnes, est-ce que c'est pour nous faire du mal ou est-ce que c'est pour nous faire du bien, pour notre bien? Parce que selon leur propre interprétation, ils pensent que c'est pas bien de porter ses cheveux pas peignés. Est-ce qu'il y a Je ne pense pas que c'était intentionnel, mais malheureusement, ça a fait du mal à beaucoup de gens. Et c'est dû à plein de choses. C'est dû aussi aux idées reçues, à l'élimination aussi, le fait qu'on ait toujours grandi dans ce modèle eurocentré. Donc forcément, les cheveux afro, les cheveux bouclés, frisés ne rentrent pas du tout dans les codes. Et donc les gens tout de suite vont dire que bah non, t'es pas coiffé. C'est ça. Et en fait, c'est pour. En fait, on a un peu le sentiment que c'est pour. Qu'on soit mieux accepté, qu'ils nous disent hey, va te coiffer, mais t'es pas coiffé, c'est quoi ces cheveux, c'est quoi cette tête de folle, tu sors, t'es pas coiffé, mais attache tes cheveux, voilà, c'est en fait une manière de nous protéger entre guillemets, et c'est là où la confiance en soi, on en parlait un petit peu juste avant, elle est essentielle parce qu'il faut faire face à ces personnes-là en lui disant bah, j'ai décidé aujourd'hui de porter mes cheveux de cette façon-là. C'est mon choix, j'assume ce choix, il peut ne pas te plaire, il est différent de ce que tu connais, mais sache que le fait d'accepter ça, ça fait que finalement je suis en paix avec moi-même. Avec moi-même, c'est très important. Et c'est important d'être comme ça, de chercher la paix avec soi-même, parce que au final il y a des choses qu'on va faire qui vont nous dénaturer. Que ce soit le défrisage, que ce soit la dépigmentation de la peau, c'est des choses qui ne prennent pas soin de nous et de notre tête. C'est très important de prendre soin de soi, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le capillaire, toutes ces choses qu'on apporte en soi, sur nous, permettent de nous aider dans la société, de nous aider parmi les autres et de se différencier des autres. Complètement, et de montrer une autre image, l'image authentique, naturelle de qui on est finalement. Est-ce que du coup tu as pu, tu l'as dit un petit peu, aider, inspirer d'autres personnes autour de toi au niveau de ton entourage? Est-ce que des personnes qui t'ont vu te transformer, changer, puisqu'on parle du pouvoir transformateur des cheveux naturels, est-ce que ça a eu un impact sur toi? Ça a eu un très fort impact. Vraiment, que ce soit la communauté afro, que ce soit d'autres communautés, toutes confondues, les gens étaient surpris. C'était au départ des questionnements. Et puis, et après, à la fin, les gens commençaient à s'habituer. Et puis, les gens commençaient à sauter le pas eux aussi. Donc j'ai eu plein de personnes qui sont venues me demander quelle méthode ils devraient faire pour entretenir leurs cheveux, comment je faisais pour faire boucler les cheveux. Donc je donnais des astuces parce qu'en ayant testé bien avant, ça m'a permis et ça a permis aux autres aussi de ne pas faire tout ce long chemin et de prendre de le raccourci. Donc j'ai eu plein de gens autour de moi qui sont revenus naturels, que ce soit dans ma famille, que ce soit des amis. Donc oui, ça a eu un impact. Ça a eu un impact. Ça a eu un impact sur toi, tu as du coup, ça a eu une répercussion sur les autres. Mais il y a quelque chose que je perçois, notamment quand on donne des conseils à des personnes justement qui sont en difficulté avec leurs cheveux et qui nous demandent comment on fait. Il y a quelque chose qui n'est pas toujours évident, c'est le fait d'accepter réellement qui on est, réellement sa nature de cheveux, d'accepter réellement le temps qu'il faut passer à prendre soin de ses cheveux, parce que nos cheveux texturés sont par nature plus fragiles, donc ils sont plus fragiles, ils sont plus secs et ils ont donc besoin d'être aimés. Donc ils ont besoin d'être aimés et donc d'avoir de l'attention au niveau des soins, au niveau de la manipulation, au niveau du fait d'accepter de passer du temps régulièrement, c'est pour ça qu'on parle de routine capillaire. Donc pour certaines personnes ça peut être un peu compliqué, surtout des personnes qui ont l'habitude de coiffure protectrice, qu'elles gardent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou qui enchaînent, des fois se dire oh là là, tout ce temps passé entre guillemets et du temps perdu, voilà, comment on peut aider des personnes comme ça en fait?
C'est un travail, comme on disait aussi ensemble, un travail personnel à faire et profond à faire, parce que le retour à la naturelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un petit peu plusieurs vagues. Il y a eu la première vague des gens qui ont eu ce désir mais ardent de se valoriser. Et ces personnes-là, quand elles sont retournées au naturel, le naturel a eu un effet vraiment salvateur, je pourrais dire. C'est vrai. Et il y a eu ceux qui n'ont pas eu ce déclic-là, et donc du coup ça a été beaucoup plus compliqué. J'ai eu des gens comme ça dans mon entourage qui m'ont dit bah oui, c'est compliqué, qui sont revenus naturels, enfin qui sont revenus au défrisage, qui continuaient à faire des défrisages alors qu'on leur donnait quand même des conseils. Et justement, c'est ce que tu étais en train de dire. Comment on fait pour les aider? On essaye de leur envoyer des vidéos, de les conseiller au maximum, on essaye de savoir et comprendre qu'est-ce qui fait que ces personnes-là retombent dans le défrisage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retombées et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui reviennent au naturel. Donc on essaie de comprendre ce qui fait le blocage en fin de compte. Le blocage qui ne permet pas de revenir au naturel totalement. Donc c'est un travail en profondeur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Heureusement qu'on a des coachs. Oui, exactement. Et c'est pour ça que, effectivement, moi, mon coaching, je parle de coaching capillaire et mindset. Oui. C'est essentiel parce que c'est le mindset, c'est ce que l'on pense, l'état d'esprit qui nous permet justement soit de nous bloquer ou soit de nous faire avancer. Et tant qu'on n'a pas développé travaillé sur ce blocage, sur l'image de soi, sur l'image qu'on a envie de renvoyer, sur l'histoire, sa propre histoire capillaire, quelle femme on a envie d'être, quelle personne, quel homme on a envie d'être, quelle personne on a envie de devenir. Tant qu'on n'a pas travaillé essentiellement sur ça, eh bien, on se trouve confronté à lutter à un moment ou à un autre face à ces blocages-là. Et c'est comme ça qu'on peut avoir tendance à abandonner ou à se dire je suis naturelle, ok, j'arrête les défrisages, mais je porte tout le temps parce que je ne peux pas faire autrement. Des rajouts, des perruques, des postiches. Je n'arrive pas à exprimer mon authenticité à travers mes cheveux parce que justement, je n'ai pas réglé des choses en interne en moi. Et c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que ce travail que l'on fait finalement, ça a peut-être été ton cas, ce travail que tu as fait sur tes cheveux d'acceptation, d'affirmation, de confiance, d'expression, ça a eu des répercussions dans ta vie? Bien sûr, ça a eu des répercussions parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'assurance, de m'accepter comme je suis, et puis ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus d'audace aussi pour entreprendre, par exemple la musique tout simplement. Je me suis lancé, mais c'est avec tout ce travail en amont sur le capillaire qui m'a permis de me dire en fait, c'est fou ça, hein? C'est incroyable, c'est comment nos cheveux peuvent nous mener loin en fait. Autant ils peuvent nous bloquer, nous brimer, nous empêcher d'avancer en étant juste la manière dont on prend soin de nos cheveux. En dit long sur la manière dont on prend soin de sa vie. C'est que c'est une expression de nous-mêmes, c'est la suite de nous-mêmes. Donc finalement, la manière dont on prend soin de ses cheveux en dit long sur comment tu as envie d'être dans ta vie en fait. Et quand tu as des projets de vie que tu as envie de débloquer, regarde comment tu gères tes cheveux. C'est tellement profond, mais c'est réel en fin de compte. C'est vraiment réel parce qu'il y a ce travail en profondeur de la recherche de soi, cette acceptation, et le fait d'avoir toutes ces ondes positives aussi, exprime aussi et montre aux gens ta chevelure. Tout simplement, les gens te questionnent sur tes cheveux. Moi, j'ai eu plein de gens qui ne sont pas du tout de la communauté afro qui m'ont dit « mais tu as des super beaux cheveux ». Alors que je pense que les gens se disent non, mais jamais une personne qui a des cheveux différents d'un cheveu afro pourrait dire qu'un cheveu afro est beau, alors que si. C'est exactement ça. Parce que, et tu as raison d'insister sur ce point, parce que typiquement, moi, quand j'ai commencé mes accompagnements, j'ai commencé des accompagnements pour des femmes afro, des femmes aux cheveux texturés, bouclés, frisés. Mais finalement, c'est des femmes blanches qui sont venues à moi. Parce que justement, se sont dit, mais attends, moi aussi j'ai ces problématiques-là avec les cheveux. J'ai du mal à accepter ma texture, je ne sais pas comment la gérer, je ne sais pas résoudre ce problème de casse, de sécheresse, etc. Donc en fait, là où on croyait qu'on n'était pas bon, où on était mauvais, en fait, on était bon, quoi. Et du coup, ça a eu des répercussions sur les autres communautés, comme tu l'as dit, qui sont venues te voir, nous voir, pour dire, mais comment tu fais? Parce que justement, quand tu rayonnes, finalement, ta lumière
elle se propage. Voilà. Elle propage donc voilà, autour de soi. Donc c'est génial. Et il y a un truc que tu disais par rapport à la chanson, c'est quelque chose qui était déjà aussi en toi, cette musique. Oui, j'ai grandi dans la musique. Entre autres, j'ai des parents qui étaient à la chorale, donc j'ai grandi dans un univers vraiment musical. Et c'est quelque chose que j'avais en moi, mais je n'avais pas encore le pas de me dire que je vais faire ça vraiment. Et en fait, tout ce travail-là, vraiment, on ne s'imagine pas, mais tout ce travail-là a un impact. Et c'est-à-dire que tu as réussi, en surpassant tes épreuves et tes difficultés avec tes cheveux, ça a permis de décupler en toi, finalement, cette capacité de te dépasser, de te surpasser et de pouvoir tracer ton propre chemin. Exactement. Et puis maintenant, les gens, quand ils me voient, ils me disent, ah bah, c'est-à-dire, oui, c'est celui qui a les cheveux. C'est celui avec les cheveux. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est incroyable. Donc, en fait, on parlait de ma signature. C'est devenu ta signature, justement, donc, dans la vue, dans la chanson. Et comment. C'était quelque chose aussi qui était important pour toi, cette quête un peu spirituelle. Parce qu'on a parlé de cette quête personnelle, de s'exprimer, d'affirmer qui on est. Et cette quête spirituelle, est-ce que pour toi, il y a un lien avec le céleste, avec nos cheveux? Bien sûr, parce que ce que nous portons, ce que nous sommes, c'est un héritage qui vient de là. Et pour moi, c'est mon authenticité, en fin de compte. C'est la personne que je suis, et il n'y aura pas de Jérémie, en fait. Il n'y aura pas de Jéricho, il n'y aura pas de. Je dois porter avec ferveur la personne que je suis. Pour moi, c'est une importance parce que c'est l'acceptation de notre être, le fait d'accepter ses cheveux, le fait de s'accepter soi, c'est l'acceptation de tout ce que nous représentons en fait. Et voilà. Ouais. Donc souvent on dit que nos cheveux sont des capteurs d'énergie, c'est une forme d'énergie intérieure bien sûr de ce que l'on est, il parle de soi, il parle et nous parle, et également du céleste, des énergies qui nous entourent. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends, que tu valides? Est-ce que c'est quelque chose que tu as perçu aussi en toi? Est-ce que quand tu lâches tes cheveux, tu t'exprimes autrement que quand ils sont attachés? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que, et puis en plus de cela, on a dû revenir aux sources et aux racines. Comme les racines, quand on défaisait le cheveu, on avait les racines. Et en fait, on a dû retourner, puiser dans ce qui existait déjà. Et même les coupes et les coiffures qu'on fait, ils reviennent de quelque part et ils ont une histoire. Et donc, oui, il y a cette recherche aussi de soi dans le passé. Avant tout ce qu'il y a pu avoir, comme on connaît bien, l'esclavage et la colonisation, tout simplement. Donc on retrace les pas, on revient un petit peu en arrière pour revoir comment ils prenaient soin de leurs cheveux. Donc c'est une quête spirituelle aussi en soi, parce qu'on recherche ce qui a été terré au fond de nous. Exactement, par nos ancêtres, notre histoire, notre héritage, et ne plus avoir cette association émotionnelle pénible, douloureuse de parler de notre histoire, et au contraire d'être plutôt dans une création d'une nouvelle page de notre histoire, en fait, c'est ça? Exactement. Pour moi, c'est très spirituel parce que c'est un travail qu'il faut faire qui n'est pas dissociable. On ne peut pas dissocier les deux. Ça va ensemble. Et aujourd'hui, on continue à porter les coiffures qui étaient portées avant. Alors, on va faire un petit tour des questions. Donc, on avait une première question. Comment arrives-tu à déterminer ton type de cheveux? Est-ce que j'y réponds ou tu y réponds? Je te laisse. Écoute, comment toi t'as fait? On va parler de nos propres exemples. Prenons nos propres exemples. Alors, comment j'ai fait? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une classification qui existait à l'époque et qui existe toujours, la classification André Walker, si je ne me trompe pas. Et donc, il classifiait les différents types de cheveux selon une classification, selon la texture et la frisure. Et donc,
Selon le groupe qu'on était, 1, 2, 3, 4. Donc on pouvait savoir quel cheveu on avait. Donc c'est grâce à cette classification que j'ai su tout simplement que j'étais dans le groupe 4. D'accord, ok. Donc, voilà. Et puis petite 4C. Ouais, exact. Avec des petites, quand même, des bouclettes. Donc c'est 4C pas très serré, c'est peut-être 4B. Oui, 4B où les boucles sont un petit peu plus détendues. Voilà, elles sont un peu en forme de Z. Voilà, quand les cheveux sont mouillés. En fait, on voit sa texture principalement quand nos cheveux sont mouillés. Voilà, et on voit les boucles. Et après, effectivement, quand ça sèche, c'est pour ça qu'il est important au niveau de la mise en pli, on va dire, ou les gestes après au séchage sont essentiels pour justement pour ne pas trop casser les cheveux et puis surtout de garder une bonne texture, tu vois, la texture la plus hydratée possible. Donc connaître sa texture de cheveux, c'est bien. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Est-ce que c'est fondamental? Ça aide pour les débuts, je pense, parce que moi ça m'a aidé à savoir quel type de produit je devais utiliser. Ça m'a permis aussi de savoir que j'avais un cheveu qui était peut-être un petit peu plus fin, qui était un peu plus sec, voilà. Donc ça aide, mais il ne faut pas rester que continuer dessus, parce qu'en fait la manipulation entre en jeu aussi. Les produits ne font pas tout et puis c'est limitant aussi. Et puis on peut vite devenir dingue, parce que justement, comme tu dis, c'est limitant, on écoute tout et n'importe quoi, on écoute lui qui fait ci, elle qui fait ça, elle qui fait comme ci, elle qui fait comme ça, et du coup on est perdu. Donc je pense que, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit finalement de repartir de toi. Il faut aller chercher en soi finalement qu'est-ce qui est bon au niveau de sa texture, des produits, mais ce n'est pas quelque chose qui est fondamental sur lequel il faut rester bloqué parce qu'au contraire ça nous limite et ça nous embrouille plutôt qu'autre chose. Et puis on a plusieurs textures sur la tête. Ça peut arriver qu'on ait plusieurs textures. Donc ça fait que quand on utilise un produit, on a l'impression que le produit ne fonctionne pas, mais en fait c'est sur un côté et pas l'autre. Et que donc il faut apprendre, en fait le but c'est de manipuler, d'apprendre à manipuler ses cheveux, à comprendre comment ils réagissent. Et c'est ça qui nous permet de bien entretenir nos cheveux. Complètement, très juste, je suis d'accord avec toi. Et juste après, il y avait comme question, comment sais-tu qu'un produit est adapté à ton cheveu? Alors, comment on sait qu'un produit est adapté à son cheveu? Comment le cheveu réagit, tout simplement. Si le cheveu il devient rêche, s'il devient sec, de toute façon, ton cheveu te dit. Souvent, on te dit, écoute tes cheveux te parlent. Alors, au début, moi, quand je voyais des vidéos des filles qui disaient, écoute vos cheveux, je ne comprenais rien. Parce que écouter quelque chose que je ne comprends pas, déjà, je dis, mais laisse tomber. Mais après, effectivement, on vient de me dire, c'est la pratique qui fait que finalement, en manipulant, en voyant comment le cheveu réagit, on sait écouter ce cheveu. Et surtout quand un cheveu est plus doux après l'application d'un produit, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Si le cheveu il devient plus rêche, plus dur, plus là on se dit ça c'est un signe pour nous dire que ça va pas. Et comment reconnaître les besoins de son cheveu? Comment reconnaître les besoins de son cheveu? Comme nos cheveux nous parlent, ils nous disent ils sont secs, ils sont mous, ils sont cassants. Ils tombent plus. Donc là, ils ont besoin d'hydratation, ils ont besoin de force, ils ont besoin d'être tranquilles. Aussi, les coiffures protectrices aussi qui aident. Donc, les besoins du cheveu, c'est ça la question. Voilà. Les besoins du cheveu, c'est en regardant comment il est, comment il réagit, que là, on lui apporte ce dont il a besoin. S'il est très sec, il lui faut l'hydratation. S'il est tout mou, il a besoin de force. S'il est tout cassant, c'est que vraiment là, il faut lui apporter quelque chose qui va le renforcer. Vous avez pratiquement toutes ces questions-là, c'est complet. Et puis vous pourrez vous en servir pour des utilisations chez vous. Et pour pouvoir mettre en pratique tout simplement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, excuse-moi, je te dis, justement, si vous êtes intéressé pour justement tester un masque capillaire, parce que bien sûr, fan des produits DIY, j'aime beaucoup les produits Evaster, il n'y a pas de souci aussi, mais fan du DIY, ce que je peux vous proposer, c'est de télécharger tout simplement un e-book gratuit que j'ai conçu avec une recette de masque capillaire. On est fan de DIY.
DIY Maïzena. Donc il y a une recette que vous pouvez sur mon compte Instagram, sur mon profil, télécharger de masque qui se fait en 5 minutes et puis vraiment. Et surtout qu'il y a en plus, parce que pour moi c'est essentiel, c'est un rituel. C'est-à-dire que quand on applique ces soins, c'est un moment à soi, un moment de bien-être, un moment où justement on met en action différents sens, nos 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, et puis le 5e c'est j'ai vu, j'ai dit, je ne sais plus. Donc les 5 sens. Et c'est là où finalement on rentre dans une connexion émotionnelle avec ses cheveux. Et c'est comme ça qu'on kiffe ses cheveux en fait. Prendre le temps pour soi. Exactement. Un moment pour soi, donc il faut en profiter. Un temps de qualité et du coup ça devient plaisant. Et ça ne prend pas des plombes parce que c'est un temps finalement qu'on s'accorde dans sa semaine pour pouvoir s'occuper de ses cheveux et puis s'occuper de soi. Donc téléchargez gratuitement cette recette sur mon profil Instagram. N'hésitez pas à y aller. Alors, j'ai une question ici qui me dit: as-tu toujours accepté tes cheveux crépus? Alors, moi je vais te dire pour moi, non, parce que moi mes cheveux crépus, je ne les acceptais pas, j'ai été frisée depuis l'âge de 14 ans. Jusqu'à l'âge de 46 ans. Donc, mes cheveux crépus, je les acceptais, je ne les connaissais pas. Ce que je connaissais d'eux, c'était des racines, des repousses sèches, rêches, qui juraient avec une longueur défrisée. Donc, je ne pouvais pas aimer ça. Donc, non, je n'aimais pas mes cheveux crépus. Et j'ai, comme je te l'ai dit, finalement commencé à les accepter quand j'ai étiré mes défrisages et que je suis arrivée de passer d'un défrisage tous les 2 mois à un défrisage tous les 6 mois. Et là, ces repousses, avec les bons soins, elles étaient douces, elles étaient malléables, elles étaient belles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les aimer. Mais au début, non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé les débuts. Moi, pour ma part, ça n'a pas du tout été le cas. Je n'avais rien du tout. Je partais de zéro encore une fois. La boule à Z. Pour moi, voir juste ça, c'était comme une plante qu'on laissait pousser. Et je le voyais vraiment comme ça, comme une plante qu'on commence à faire pousser. Et on voit des petites feuilles qui commencent à sortir. Et on se dit, mais je dois chérir ça, quoi. C'est une petite plante, c'est rien, c'est un tout petit bébé. Et le fait de voir ça sortir de ma tête, pour moi, ça a été beaucoup de foudre. Donc, j'en prenais tout le temps soin, mais trop soin. Vraiment trop soin. Et je faisais plein de choses, plein de recettes à la maison avec de l'ail et plein de trucs comme ça, mais trop soin. Et j'étais vraiment porté sur mais il faut que ça pousse, ça prend du temps, je regarde la longueur. Je ne sais pas si ça a été le cas, mais peut-être pour les hommes du live, peut-être que ça a été votre cas aussi. Vu qu'on parle de vraiment zéro. Exact. On découvre, c'est la découverte. On découvre. Alors, si tu devais choisir 3 produits pour ta routine, que prendrais-tu? Ils sont juste là. Oui. On commencerait par un shampoing hydratant. Des indispensables. C'est-à-dire que pour toi, c'est les 3 indispensables que tu prendrais pour une routine capillaire. Alors, je prends les 3, je prendrais un shampoing, un après-shampoing et une huile pour sceller. Voilà. Et pourquoi je ne prends pas de crème hydratante? Oui, tu m'as pas dit. Oui, pourquoi? Parce que je prends un vaporisateur d'eau et je scelle avec l'huile. D'accord, ok. Voilà, donc il n'y a pas besoin de crème hydratante pour moi. Si je dois partir sur une île déserte, voilà, une fois juste ça. Et toi, tu fais quoi? Mais vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller en vacances et d'avoir des surprises. J'aurais dit honnêtement masque, shampoing et crème sans l'huile, parce que ça m'est arrivé de ne pas mettre d'huile du tout sur mes cheveux, mais un jour j'ai eu une catastrophe, mais le masque ne marchait pas du tout, j'avais acheté un masque qui n'était pas du tout adapté, et en fait l'huile m'a sauvé. Donc là je pense que je ferai la même chose. Voilà, on est tranquille avec ça. Et puis à la limite, je laisserai le masque sur les cheveux même si c'est pas à faire, mais l'huile c'est tellement important, ça aide vraiment à faire glisser les cheveux, donc c'est un indispensable, vraiment un indispensable. Exact. Et c'est jamais trop en fait. C'est jamais trop. C'est jamais trop. Faut pas avoir la main trop. Faut pas avoir la main trop, bien sûr. Mais le gras c'est la vie. Le gras c'est la vie. Surtout pour les cheveux. C'est la vie. Alors, dans un shampoing, que faut-il regarder dans la composition? Que faut-il regarder dans la composition d'un shampoing? Sulfate, shampoing sans sulfate. Shampoing sans sulfate. Voilà. Il faut proscrire les sulfates. Exact. Donc, voilà. Super top.
Alors, sinon j'ai une autre question, je peux plus. C'est quoi? Quel rythme adapté pour prendre soin de ses cheveux? En semaine, mois, le rythme, le rythme adapté pour prendre soin de ses cheveux, je dirais une fois par semaine, sur une routine que je fais, avec un masque, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours éventuellement, mais être régulier. C'est la régularité qui fait la différence. Donc, et puis une retouche hydratation dans la semaine, voilà, si on a besoin. Et puis ça dépend de comment on est coiffé aussi. Est-ce qu'on a une coiffure protectrice? Est-ce qu'on a ses cheveux lâchés? Ça dépend des soins aussi qu'on a fait. Parce que si vous voulez laisser une coiffure assez longtemps, il ne faudrait peut-être pas mettre de l'huile sur son cuir chevelu. Directement, dès qu'on commence à faire la coiffure, peut-être mettre une semaine ou 2 semaines après. Parce que sinon, après, on a une accumulation sur le cuir chevelu et le cuir chevelu, il faut le laver. Donc, il faut faire attention à ça. Mais ça dépend de la routine de la coiffure protectrice. Justement, on parlait de la question suivante, c'est combien de temps peut-on garder une coiffure protectrice? Alors moi, je vous conseillerais, allez, 2 semaines à 2 semaines et demie. D'autres, je sais qu'ils durent 3 à 1 mois. Donc oui, il faut pas garder une coiffure protectrice trop longtemps. Moi, j'en ai fait une d'ailleurs, des nattes couchées un peu à la Pop Smoke. Et je l'ai laissé très longtemps parce que j'avais un mariage derrière, sauf que j'avais fait 3 semaines avant le mariage qui devait arriver justement. Et en fait, j'ai eu une chute de cheveux qui était incroyable. Et c'était la première fois que je me faisais des nattes couchées comme ça. Exactement, parce qu'il y a une différence dans coiffure protectrice avec ou sans rajout aussi. Et le problème, c'est qu'une coiffure protectrice, surtout celle avec rajout, c'est que tu ne fais pas de soins pendant 2, 3, 4, 1 mois, 2 mois, sans faire de soins profonds, bien sûr. Et c'est ça qui, quand on enlève, chute tout de suite. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand tu défais tes nattes, tu vois tes cheveux repousser ici, tu vois bien ton nœud de poussière, que ça a poussé en racine, et après tu dis, ouais, trop bien, génial, ça va être long. Eh ben non, bim, ça coupe au pointe. Donc, non, une coiffure protectrice, on évite de la garder trop longtemps. Ou en tout cas, si on a des nattes, on fait un masque ou en tout cas un après-shampoing pour apporter une dégradation. On ne laisse pas une coiffure protectrice et justement sans rien faire. De peur souvent de dire ça va gâter la coiffure. Oui, c'est ça exactement. Voilà. Donc on se retrouve dans une spirale infernale alors que non. Donc, là, c'est pas un cercle vertueux, c'est un cercle vicieux. Il faut éviter le cercle vicieux. Peut-on les hydrater? Ben ouais, les hydrater avec un spray, les sceller avec une huile et prendre soin de ses cheveux en hiver. Nous sommes en hiver, donc on a passé tout l'hiver. Et on y est encore, c'est bientôt la fin mars. Donc 365 jours sur 365 jours, je suis avec les cheveux comme ça. Je n'ai pas de coiffure protectrice, je ne fais pas de twist out, je fais souvent des machingo ou des brushing. Donc c'est possible. Et comment le faire? Il faut bien faire ses soins, il faut avoir une routine assez régulière, choisir un temps dans la semaine où on se dit que là je fais ma routine, je fais ma coiffure, ça dure toute la semaine. On peut faire ça, c'est possible, et vous serez comme nous, là, apporter vos cheveux plein d'années sur, moi ça fait 10 ans. Je ne faisais pas de nattes couchées, je ne faisais pas de twist, de coiffure protectrice à proprement dit. J'étais les cheveux à l'air. Exact. L'été, l'hiver et le printemps. Et ça, c'est une belle croyance qu'on a dégommée, justement, de croire qu'en hiver, il faut porter ses cheveux en coiffure protectrice. Exactement. En été, il faut porter ses cheveux en coiffure protectrice. À la piscine, il faut porter ses cheveux. En fait, on passe notre vie. Finalement, moi je me suis dit, et je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à l'heure, mais juste, on refera peut-être même un autre live, bien sûr. Mais juste pour terminer sur ce truc-là, quand j'ai commencé à écouter des vidéos, etc., où les filles disaient protégez vos cheveux, je me suis dit, mais à quel moment on en profite en fait? Exactement. Et moi je me suis dit, non mais c'est pas possible, moi je veux profiter de mes cheveux, je passe du temps à en prendre soin, je veux les toucher, je veux les voir bouger, je veux les voir sous l'eau. Voilà, les voir sous l'eau, je veux mettre ma tête dans l'eau, dans la piscine, dans la mer et secouer ma tête. C'est voilà, et c'est ça cette forme de liberté finalement, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait et c'était juste incroyable. Et ayez de l'huile. Ayez de l'huile, ne faites pas d'erreur. Ayez de l'huile. C'est ça. Bon Jérémy, on a fait un super tour. Voilà. Écoutez, le mot de la fin. Le mot de la fin.
Prenez soin de votre tête et de vous. Exactement. Prenez soin du temps que vous passez avec vous-même, donc avec vos cheveux, qui sont finalement l'extension de vous-même. Et vous verrez toutes les répercussions positives que ça aura dans votre vie, dans tous les aspects, dans la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie familiale, les relationnels. Enfin, vraiment, c'est un impact de dingue et il faut le vivre vraiment pour pouvoir en percevoir la portée. Donc, on vous embrasse. On vous embrasse. Merci d'être là. Merci d'être là en live ou en replay. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast live de Ma Puissance. À très bientôt. Salut. Salut.